De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour, 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur.
L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné? Les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km. Il fait nuit, et tu t'apprêtes à pénétrer dans la dernière demeure du pharaon Toutankhamon. Tu n'as pas de torche, mais tu t'es au moins muni d'une lampe de poche. Tu descends plusieurs étages et tu remarques que les murs sont gravés de hiéroglyphes et de ce qui ressemble à un sort. Le sort dit « Ceux qui emporteront quoi que ce soit de cet endroit seront maudits ». Même si tu n'y crois pas vraiment, ça te fait un peu peur. Tu trouves une énorme porte en pierre. Est-ce un piège? Tu réussis à l'ouvrir, mais non, derrière, la salle est vide. Tu consultes ta carte. Il semble que tu suives la bonne direction. Au bout de plusieurs heures, tu comprends que tu es pris au piège dans un labyrinthe. Tu essayes de revenir sur tes pas, mais tu ne trouves plus la porte par où tu es entré. Ça y est, te dis-tu, tu es tombé dans le piège du pharaon. Et tu n'as rien apporté à manger.
Nous avons tous vu des films hollywoodiens dans lesquels le personnage principal explore des ruines et se trouve confronté à des pièges très dangereux, n'est-ce pas? On nous a répété que la royauté égyptienne protégeait ses dernières demeures à l'aide de scorpions et de serpents venimeux, de portes coulissantes qui vous emprisonnent à vie et d'immenses rochers qui écrasent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Mais ces pièges étaient-ils vraiment réels? Je regrette d'avoir à te l'annoncer, mais il ne s'agit que de fiction. Ces pièges sont trop complexes techniquement pour que des civilisations anciennes aient pu les concevoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pièges du tout. Les civilisations anciennes, comme celles des Égyptiens et des Mayas, construisaient des monuments qu'elles dédiaient à leurs grands morts. Ces structures témoignaient souvent de la position qu'occupait la personne dans la société. Ainsi, pour les personnes vraiment importantes, les VIP de leur époque, on bâtissait d'immenses monuments qui abriteraient leurs dépouilles longtemps après leur disparition. Certaines de ces civilisations croyaient que la vie se poursuivait de l'autre côté du voile. C'est pourquoi on enterrait les gens avec leurs possessions. S'ils étaient riches et puissants, les sépultures étaient remplies d'or et de richesses. Imagine maintenant que tu vives en Égypte ancienne. Tu sais exactement où se trouvent tous les tombeaux des pharaons et tu as entendu des rumeurs sur les grandes richesses conservées dans ces lieux. Peut-être serais-tu tenté d'aller y jeter un coup d'œil? Il s'agit de grandes salles remplies du sol au plafond d'objets d'or, de bijoux et même d'argent. C'est vrai, c'est tentant. Et comme il n'y avait pas de gardien pour protéger l'entrée de ces lieux, les Égyptiens devaient faire preuve d'imagination pour préserver ces trésors. Les pièges étaient une solution très pratique. On construisait par exemple des salles vides à l'intérieur des monuments afin de confondre les voleurs. Examinons la dernière demeure d'Amenhotep III. Elle fut construite dans la ville de Luxor, dans un wadi secondaire de la vallée des rois. 2 ingénieurs français ont découvert le monument entre 1905 et 1914. Cette structure est immense et comporte plus de 10 salles reliées entre elles par de longs couloirs et de raides escaliers. La salle du roi est la mieux dissimulée et avant de la trouver, un étranger sera perdu plusieurs fois dans ce sombre dédale. D'autres pharaons ont tenté de protéger leurs richesses en faisant construire des monuments dont les faux planchers dissimulaient des trous d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 6 mètres. Les visiteurs indésirables étaient ainsi découragés dans leurs recherches en voyant s'ouvrir le sol en chemin vers la chambre du roi. Outre les faux planchers, ils excellaient à construire de véritables labyrinthes de couloirs et de fausses murailles. Et les voleurs pouvaient mettre des heures avant de trouver la riche sépulture. Quant aux serpents venimeux, il est probable qu'ils soient venus d'eux-mêmes s'installer dans les fosses de ces monuments. Et sans doute ne restaient-ils pas très longtemps. Comment ces reptiles auraient-ils pu survivre des années durant sans nourriture dans cet obscur intérieur? Oui, il s'agit donc bien encore d'une légende inventée par Hollywood. Si ces pièges te paraissaient ennuyeux, les archéologues ont trouvé un moyen de dissuasion intéressant dans la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque, au Mexique. Palenque était l'une des puissantes cités mayas du Mexique précolombien. On pense que la Reine Rouge était la grand-mère du dernier roi maya. Sans aucun doute, une personne d'une grande importance pour l'Empire. En son honneur, un immense monument fut construit pour conserver son corps après sa mort. La découverte de la tombe elle-même a été un véritable événement. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont d'abord vu une salle avec une porte cachée. Une fois la porte ouverte, ils ont découvert un long couloir. Enfin, au bout de ce couloir, se trouvait la chambre de la reine. Les archéologues étaient impatients de mettre au jour cette salle contenant la momie de la reine. Elle était entourée de perles, de coquillages de jade et de pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'assez étrange. La pièce était couverte de poudre rouge. Les chercheurs connaissaient l'importance de cette couleur pour le peuple maya et savaient qu'ils s'en servaient pour décorer leurs vêtements et leurs bâtiments. Mais ils ne comprenaient pas la présence de cette substance inconnue dans la sépulture de la reine.
Après en avoir rapporté un échantillon pour une analyse approfondie, ils ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très nocif. Cette poudre, lorsqu'elle est inhalée, peut causer de graves dommages à la santé d'une personne. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège pour ceux qui tenteraient de s'emparer de ces richesses. Les poudres toxiques sont peut-être les pièges les plus efficaces que nous ayons vus jusqu'à présent. Mais le moyen le moins onéreux d'éloigner les visiteurs indésirables était peut-être d'inscrire des sortilèges sur les surfaces des monuments. Nous en ririons probablement aujourd'hui, mais à l'époque, cela marchait extrêmement bien. Les sorts disaient généralement que quiconque emporterait quoi que ce soit connaîtrait un destin funeste. Certaines formules promettaient aux voleurs qu'ils perdraient leur maison dans de grands incendies ou de terribles inondations, d'autres que les malfaiteurs auraient des problèmes de santé incurables. Mais rien de tout ça n'a suffi à dissuader les pilleurs. D'étranges histoires semblent attester de la réalité de ces sortilèges. L'une d'entre elles est celle du célèbre égyptologue britannique Howard Carter, responsable de la découverte de la tombe du pharaon Toutankhamon dans les années 1920. Après des mois de fouilles infructueuses, Carter a découvert cette sépulture par hasard. Il a trouvé l'entrée d'un escalier sous le sol dans lequel il creusait depuis des mois. Aidé d'une équipe, il a dégagé les amas de sable qui en bloquaient l'entrée et a découvert une porte. Plusieurs symboles étaient gravés sur celle-ci. Et Carter savait que cela ne pouvait que signifier qu'une personne très importante avait été enterrée à cet endroit. Et il avait raison. À l'aide de son burin, il fit un trou dans le coin supérieur gauche de la porte en s'éclairant à la flamme d'une bougie. Il n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, de nombreux objets d'or ainsi que des joyaux brillaient de tout leur feu. Carter venait de découvrir la dernière demeure de Toutankhamon, perdue depuis 3000 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette découverte s'accompagna d'une série d'événements malheureux qui portent à croire qu'un sort avait été jeté. Quelques années plus tard, Carter mourut mystérieusement. Et certains de ses assistants perdirent leur maison dans des inondations, tout comme l'une des formules le promettait. Certaines personnes croient qu'il s'agit de simples coïncidences, car il n'y a aucune preuve du lien entre ces différents événements. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Était-ce un bon piège après tout? Nous savons que les anciens Égyptiens étaient assez talentueux pour construire des édifices aussi grandioses que les pyramides, mais étaient-ils suffisamment intelligents pour mesurer la vitesse de la lumière? Une théorie circulant en ligne le suggère. Si vous comparez ces deux chiffres, vous verrez qu'ils correspondent parfaitement. Le premier est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et le second est la latitude de la grande pyramide de Gizeh. Alors, était-ce intentionnel ou s'agit-il juste d'une coïncidence? Heureusement, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, et non d'une autre théorie du complot. La grande pyramide n'est qu'un des nombreux endroits sur Terre partageant cette latitude. De plus, même si les Égyptiens étaient non parvenus à mesurer la vitesse de la lumière et avaient décidé de la garder secrète, ils n'auraient pas utilisé de mètre pour l'exprimer. Celui-ci n'a été défini qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les bâtisseurs des pyramides utilisaient une autre unité de mesure appelée la coudée. Une coudée équivaut à un pied et demi, soit 45 cm. Cette unité, basée sur la longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au bout du majeur, était répandue dans l'Antiquité. Ainsi, s'ils avaient voulu épater tout le monde en positionnant leurs pyramides à une latitude correspondant à la vitesse de la lumière en coudée, ils auraient dû construire leurs édifices emblématiques quelque part en Europe. Par ailleurs, l'astronome danois Ole Rømer, qui a mesuré pour la première fois la vitesse de la lumière en 1676, aurait été bien contrarié de découvrir que quelqu'un l'avait fait des siècles avant lui. Bien que les Égyptiens aient été en avance sur leur temps à bien des égards, ils n'ont jamais mesuré la vitesse de la lumière, ni employé de coordonnées de latitude et de longitude pour leur construction. La base de la grande pyramide de Gizeh peut sembler être un carré parfait, mais il s'agit en réalité d'une structure à 8 côtés, et non 4. Chacun de ces 4 côtés présente une légère indentation concave qui les divise uniformément de la base au sommet. La version officielle voudrait qu'un pilote britannique du nom de Groves ait été le premier à le remarquer en 1940, lorsqu'il survolait la pyramide. Il a pris une photographie montrant les ombres qui soulignaient ces indentations.
Certains pensent que ces lignes ne sont visibles que depuis les airs et peuvent être mieux observées à l'aube et au crépuscule, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Cela a conduit à une étrange théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient pu concevoir ces pyramides pour communiquer avec des visiteurs célestes. La pyramide de Khéops est l'une des 3 seules pyramides qui possédaient autrefois une porte pivotante. Cette porte, pesant environ 20 tonnes, pouvait être facilement ouverte de l'intérieur. Son ajustement précis la rendait presque invisible du dehors. Sans loquet ni poignée visible, seules de très légères aspérités dans la paroi extérieure dénotaient l'ouverture. Les 2 autres pyramides avec des portes similaires appartenaient respectivement au père et au grand-père de Khéops. La grande pyramide renferme également un vide caché d'au moins 30 mètres de long, découverte en 2017. Nous ignorons encore ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace, sa fonction exacte, ou s'il est le seul de ce type. Les chercheurs ont utilisé une technologie permettant de voir à travers les murs des cathédrales, des pyramides mayas et même des volcans, reposant sur une pluie naturelle de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides. En plaçant plusieurs détecteurs de muons autour d'une structure, les scientifiques peuvent cartographier ces éléments solides et ces zones vides. Une équipe a placé des détecteurs de muons à l'intérieur de la pyramide de Khéops, collectant des données au fil des mois. Les scientifiques ont analysé à de nombreuses reprises des échantillons du mortier utilisé pour construire les pyramides. Bien que nous en connaissions la composition, la technologie moderne ne peut toujours pas le reproduire. Ce mortier, principalement composé de gypse traité, n'était pas utilisé comme le ciment actuel de nos briques, mais servait à soutenir les joints entre ces pierres massives lors de leur mise en place. Environ 1 demi-million de tonnes de ce mortier auraient été nécessaires pour construire la grande pyramide de Khéops. Ce mortier fait de gypse est plus robuste que les pierres elles-mêmes et a résisté pendant des millénaires. Les 4 côtés de la pyramide de Khéops sont alignés avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 4 minutes d'arc près, soit un 1/15 de degré. Les architectes y parvenus sans outils modernes tels que des drones ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce prodige d'architecture. Peut-être utilisait-il l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Dash a récemment proposé une idée nouvelle et plus simple. Les Égyptiens auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Celle-ci se produit 2 fois par an, lorsque le soleil traverse le plan équatorial terrestre, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour éprouver sa théorie, Glenn Dash a conduit une expérience le 22 septembre 2016, premier jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale appelée gnomon, dont disposaient les Égyptiens, pour projeter une ombre. Puis il en a suivi la pointe à intervalles réguliers, formant une courbe régulière. En reliant 2 points de la courbe au moyen d'une corde tendue, il a créé une ligne presque parfaite d'est en ouest. Dash a observé que lors de l'équinoxe, la pointe de l'ombre se déplaçait en ligne droite, suivant presque parfaitement la direction est-ouest, avec une légère déviation dans le sens anti-horaire, similaire à celle observée dans les pyramides. Bien que l'expérience ait été menée dans le Connecticut, Glenn Dash estime que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Tout ce dont les Égyptiens avaient besoin, c'était d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Cependant, ils nous ont laissé peu d'indices, et aucun document d'ingénierie n'a été retrouvé qui explique leur méthode. Ainsi, bien qu'ils aient pu utiliser des ombres pour se repérer, rien n'est moins certain. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment ces lourds blocs de pierre étaient acheminés vers les sites des pyramides, et ils pourraient enfin avoir la réponse. Une équipe chercheur de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington a découvert que 31 pyramides avaient probablement été construites le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est maintenant enseveli sous le désert et les terres agricoles. Pendant des années, les archéologues ont pensé que les anciens Égyptiens devaient utiliser une voie d'eau à proximité pour transporter les matériaux, les équipements, les personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie d'eau par rapport au site de construction. L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie radar par satellite, des cartes historiques, la prospection géophysique et des carottages de sédiments pour cartographier cette branche du fleuve.
Ils pensent qu'elle a été ensevelie suite à une grande sécheresse et au fil des tempêtes de sable il y a des milliers d'années. L'équipe est parvenue à plonger sous la surface sablonneuse et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières cachées et des structures anciennes situées au pied des collines où se trouvent la plupart des pyramides égyptiennes. La découverte de cette branche fluviale disparue aide à expliquer la forte densité de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est à présent une zone inhospitalière du Sahara. L'Égypte n'est pas le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde. Ce titre revient à son voisin méridional, le Soudan, qui en possède entre 200 et 255, comparé aux modestes 138 pyramides d'Égypte. Ces pyramides soudanaises ont été construites par les habitants du royaume de Kouch, une ancienne civilisation qui régnait sur les terres en amont du Nil il y a plusieurs siècles. Ils ont commencé à ériger des pyramides environ 500 ans après que les Égyptiens aient cessé de le faire. Bien que leurs pyramides soient beaucoup plus petites que celles d'Égypte, de 6 à 30 mètres, contre 138 mètres pour celles de Khéops, elles ont été construites dans des buts similaires. Les archéologues continuent de travailler pour comprendre comment les pyramides soudanaises ont été construites, combien de temps il a fallu pour les achever, et ce qu'il est advenu de cette civilisation. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus ? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines.
Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple, ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse, et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur, et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X,
Les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées.
Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. L'ancienne cité de Taposiris Magna est nichée quelque part le long de la côte nord de l'Égypte. De nos jours, elle a conservé très peu de sa gloire d'antan. Mais ce qui se trouve en dessous pourrait bien détenir la clé d'un célèbre mystère. Celui de Cléopâtre, l'une des reines d'Égypte les plus mémorables de l'histoire. Le tunnel récemment découvert est également connu comme un prodige de géométrie pour son époque. Des fouilles ont mis à jour une structure de 13 mètres de long enfouie dans le sol et partiellement immergée. Sa forme et ses techniques de construction sont semblables à celles du tunnel de Palinos. Une autre incroyable découverte de l'Antiquité. Ce dernier se trouve sur l'île de Samos, en Grèce, et a été réalisé en creusant simultanément à partir de 2 points, dans le but de les faire se rencontrer au milieu. L'utilisation des mathématiques et de la géométrie pour réaliser cet ouvrage était d'une précision stupéfiante pour l'époque, d'autant plus qu'il traverse une montagne de part en part. Les archéologues qui travaillent sur le site de Taposiris Magna depuis 2004 pensent que ce tunnel pourrait mener au tombeau perdu de Cléopâtre. Les indices qu'ils ont découverts jusqu'à présent semblent étayer cette théorie. Pour commencer, la ville et son temple ont été construits par l'un des ancêtres de Cléopâtre, Ptolémée II. Toute son architecture semble indiquer que la cité était dédiée à l'ancien dieu Osiris et à sa reine, Isis. Tout au long de son règne, Cléopâtre a cherché à s'associer à la déesse.
Il ne serait donc guère surprenant qu'elle ait choisi cet endroit comme lieu de dernier repos. Les archéologues n'ont pas encore réussi à localiser le tombeau de Cléopâtre, mais les recherches se poursuivent avec l'aide de la technologie moderne. Pour mieux étudier cet emplacement, les chercheurs ont même eu recours à un dispositif spécial, appelé radar à pénétration du sol. Cet outil nous permet d'analyser ce qui se trouve sous la terre, sans avoir besoin de l'excaver. Comme ce tunnel est très ancien, les recherches doivent être menées avec la plus grande délicatesse. Voir des images de ce qui se trouve sous terre avant de commencer à creuser est incroyablement utile, et c'est ce que l'on fait ici depuis 2011. La découverte finale de la tombe de Cléopâtre pourrait nous aider à reconstituer son histoire. Surtout ce qui aurait pu se passer lors de la dernière partie de son règne, qui est encore entouré de mystères. Nous ne connaissons toujours pas la cause exacte de son décès. Certains pensent qu'elle aurait pu se laisser délibérément mordre par un cobra égyptien venimeux. D'autres ont suggéré qu'elle était tout à fait accoutumée au poison, en dissimulant même dans sa brosse à cheveux, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle ait choisi de l'utiliser sur elle-même. Nous avons beaucoup d'autres informations intéressantes sur Cléopâtre, qui sont tout aussi dignes d'intérêt, comme le fait qu'elle ait eu sa propre styliste. La plupart des images que vous avez vues représentant la célèbre reine montrent que ses yeux étaient cernés de colle noire. Ce look aurait été créé par Iras, une servante connue pour avoir été sa cosméticienne attitrée. Elle traçait une longue ligne de ses yeux jusqu'à ses tempes, une technique de maquillage encore utilisée aujourd'hui pour mettre les yeux en valeur. Eiras aurait été une figure importante tout au long de sa vie, officiant également comme sa confidente et sa plus proche amie. Il existe même quelques théories qui suggèrent qu'Eiras se tenait à ses côtés lorsqu'elle a mis fin à ses jours. Malgré ses tenues recherchées, Cléopâtre n'était pas aussi belle qu'on le décrit. Ou du moins, c'est ce que pointent des recherches récentes. Certes, si l'on regarde les films et l'iconographie moderne, elle est représentée comme une femme d'une extrême beauté, aux traits symétriques et délicats. Toutefois, si l'on examine les pièces de monnaie représentant son profil de l'époque, son apparence laisse beaucoup à désirer. Son image sur les pièces de monnaie a peut-être également été exagérée, pour donner à la reine une apparence plus reconnaissable aux yeux de son peuple. Ainsi, il n'existe aucune source véritablement fiable pour confirmer son aspect. Mais sa description dans la plupart des textes de l'Antiquité évoque ses autres qualités, comme son éloquence et sa personnalité, plutôt que sa beauté. Cléopâtre est peut-être la reine égyptienne la plus célèbre à ce jour, mais elle n'était pas non plus le premier choix. Elle avait une sœur aînée, Bérénice, qui n'aura que très brièvement occupé le trône. Cette dernière ayant été renversée après 3 ans de règne, Cléopâtre s'est donc habituée à endosser le rôle et a commencé à se consacrer à sa propre éducation. Elle voyageait fréquemment à travers le pays pour se familiariser avec son peuple et avec leurs besoins. Elle n'avait que 18 ans lorsque les rênes du pouvoir lui ont été transmises, et elle a immédiatement gagné en popularité en raison de sa grande intelligence et de son instruction. Son goût pour la littérature était également renommé. On savait qu'elle était friande des œuvres d'Homère, le célèbre poète grec. Cléopâtre aimait d'ailleurs autant écrire qu'elle aimait lire. Il existe même des suppositions selon lesquelles elle aurait écrit un livre sur la médecine et les cosmétiques, mais nous n'avons aucune preuve à ce jour que ce travail ait jamais existé. Être une grande souveraine à cette époque signifiait qu'il était indispensable de parler plusieurs langues. Cléopâtre l'avait clairement compris. Et c'est pourquoi il se murmure qu'elle en connaissait de nombreuses, à des degrés divers. Certains archéologues ont suggéré qu'elle maîtrisait le grec, l'égyptien et l'éthiopien, ainsi que de nombreux dialectes arabes. Elle aurait également pu parler latin, mais il y a peu de preuves pour soutenir cette hypothèse. Elle n'avait peut-être pas des traits angéliques, mais Cléopâtre faisait vraiment attention à son apparence, à commencer par son alimentation. Elle aimait les repas simples, notamment une variété de poissons. Étant donné qu'elle vivait près de la mer Méditerranée, ce n'est vraiment pas une surprise. En guise de friandises, elle raffolait des pigeons farcis, qu'elle servait également à ses invités. D'autres plats au menu comprenaient des légumes et de la soupe de fèves. Les fruits et les noix n'étaient pas en reste dans son alimentation, et elle était également une grande amatrice de miel. Récemment, une équipe d'experts a même essayé de reproduire son célèbre parfum. Voyez cela comme l'équivalent antique du Chanel numéro 5. Cléopâtre était connue pour être une grande amatrice de parfums luxueux, dont elle croyait même qu'ils pouvaient influer sur la manière dont les gens la percevaient. La base de ce parfum est la myrrhe, une résine récoltée sur un arbre local.
D'autres ingrédients ajoutés au mélange étaient également répandus à l'époque, comme la cardamome, l'huile d'olive et la cannelle. Le résultat peut ne pas être aussi fragrant que les parfums que nous connaissons et employons aujourd'hui. Sa consistance était beaucoup plus épaisse, mais le parfum durait beaucoup plus longtemps. Quand elle était à l'apogée de sa gloire, Cléopâtre aurait bien pu être la personne la plus riche au monde. À cette époque, elle régnait sur un territoire qui s'étendait à travers la Méditerranée, de la Libye actuelle à l'ouest, en passant par l'Égypte jusqu'à la Syrie tout à l'est. À l'époque, c'était le plus grand territoire jamais dirigé par une femme. En monnaie d'aujourd'hui, sa fortune aurait donc pu avoisiner les 95 milliards de dollars. Les calendriers que nous utilisons aujourd'hui ont peut-être été introduits par Cléopâtre elle-même. C'est elle qui aurait présenté l'idée des années bissextiles et des jours intercalaires à Jules César, le général romain avec lequel on sait qu'elle était très proche. Suivant ses conseils, César aurait fait de ces ajustements une partie intégrante du calendrier romain. Les anciens Égyptiens savaient déjà que l'année était plus longue que 365 jours exactement. Ils ont découvert cela en étudiant l'étoile la plus brillante dans le ciel, appelée Sirius, et en ont conclu qu'une année durait en réalité 365 jours et un quart. C'est Elizabeth Taylor qui a fameusement introduit Cléopâtre dans l'imagerie populaire, lorsqu'elle l'a interprétée dans le film du même nom en 1963. À ce moment, il s'agissait du film le plus coûteux jamais produit. Il n'était censé coûter qu'environ 2 millions de dollars, mais a fini par engloutir l'incroyable somme de 44 millions. C'était principalement dû à des problèmes de scénario et de production. Pour réaliser ce film emblématique, les producteurs ont dû créer 79 décors de toutes pièces, ainsi que plus de 26 000 costumes pour le reste du casting. Rien que les costumes de Cléopâtre d'Elizabeth Taylor ont coûté environ 2 000 dollars. Heureusement pour les producteurs, le film a fait les gros titres et a été très bien accueilli par la critique, ce qui en fait un succès au box-office. Certains associent Cléopâtre à un autre célèbre souverain d'Égypte, le pharaon Toutankhamon. C'est une erreur. Car hormis le fait qu'ils aient en tous deux été des pharaons égyptiens, ils n'ont rien d'autre en commun. Pour commencer, Toutankhamon a vécu environ 1300 ans avant Cléopâtre. Et ils ne partageaient même pas la même ascendance. Cléopâtre avait des racines grecques macédoniennes, tandis que Toutankhamon était un Égyptien du pur souche. Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales ? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction. Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet ? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité, ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient donc participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne ? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision. Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières.
Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas, laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des pauses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif. Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentaient cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art. Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image. Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace. De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel. Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisèrent la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux, allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne, et ils comprenaient bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait deux types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons,
tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation. Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcés d'adopter leur méthode. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Les Égyptiens maîtrisaient l'art de faire tenir des édifices majestueux, grâce à leur génie en ingénierie et en construction. Ils ont érigé de vastes salles et des sanctuaires intérieurs qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Et certains de leurs temples servaient également d'observatoires astronomiques. Si quelqu'un invente enfin le voyage dans le temps et que vous vous rendez dans le passé, vous ne reconnaîtrez pas la plupart des choses que vous connaissez et aimez aujourd'hui. La Statue de la Liberté et les pyramides d'Égypte, certains gadgets de base comme la télécommande et votre ordinateur portable, et même le maïs que vous mangez au déjeuner ont tous changé au point d'être méconnaissables. Lorsque les pyramides ont été construites en Égypte ancienne, à Gizeh et dans d'autres lieux, elles n'avaient pas du tout cet aspect brun sablonneux. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc. Quand on les regardait sous le soleil brûlant d'Afrique, on était obligé de détourner le regard tant elles étaient lisses et brillantes. Les bâtisseurs utilisèrent environ 6 millions de tonnes de calcaire pour la seule grande pyramide de Gizeh. C'est la plus grande de celles qui sont encore debout. Les souverains locaux étaient plutôt économes et ils réutilisèrent certaines des pierres de revêtement pour d'autres projets de construction. Un tremblement de terre massif survenu au XIVe siècle détacha également une partie des pierres. Vous ne verrez donc pas beaucoup de calcaire, mais il y en a encore au sommet de la pyramide de Khéphren à Gizeh. On dirait une deuxième pointe au-dessus de la première. Dans l'Antiquité, toutes les pyramides étaient coiffées de pyramidions recouverts d'un mélange d'or et d'argent. La plupart ont été perdus au fil des siècles, mais vous pouvez encore en voir quelques-uns dans les musées. Ils représentent des divinités égyptiennes. Les pyramides ont probablement été conçues d'après une pierre pointue sacrée, le benben. Elle représentait les rayons du soleil. Soulever de lourdes pierres n'était pas si simple sans la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Je suppose que vous serez d'accord avec moi si vous avez déjà aidé vos amis à déménager au moins une fois et qu'ils vous ont fait porter le canapé. Mais les Égyptiens avaient pensé à tout et ont justement choisi la forme pyramidale car elle permet de répartir le poids uniformément sur l'ensemble de l'objet. La Statue de la Liberté a également subi une transformation majeure depuis son inauguration en 1886. Croyez-le ou non, elle était autrefois d'un brun brillant, comme un centime. 20 ans plus tard, elle est devenue verte. Ce n'était pas un effet de mode, mais une réaction chimique. La statue est recouverte de centaines de fines feuilles de cuivre. Lorsque le cuivre entre en contact avec l'air, il forme une couche protectrice appelée verre de gris. C'est pourquoi les statues et autres objets en cuivre, en laiton et en bronze peuvent durer si longtemps. Lorsque Lady Liberty est devenue verte, les autorités ont décidé que ce serait une bonne idée de la repeindre. C'était bien avant l'avènement des réseaux sociaux, et il n'était donc pas possible de laisser un commentaire furieux sous le post présentant cette idée. Mais les journaux locaux en ont parlé et le public n'a pas été d'accord. Le Times a ensuite interviewé un fabricant de cuivre et de bronze, qui a confirmé qu'il ne fallait pas la repeindre, car enlever cette couche protectrice reviendrait à détruire la statue. Au fil des ans, des gens ont suggéré à plusieurs reprises de repeindre Lady Liberty, mais personne ne l'a jamais fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'arrive pas à imaginer cette dame dans une autre couleur, alors je suppose que c'est mieux ainsi. Vous aimez les bananes autant que moi ?
La prochaine fois que vous en dégusterez une bien juteuse, n'oubliez pas que vous devez cette texture à la culture sélective. À l'origine, les bananes sauvages contenaient beaucoup de grosses graines dures et peu de cette pulpe délicieuse. Et la pastèque sucrée, vous aimez ça? Son histoire remonte à plus de 5000 ans. Autrefois, la chair de la pastèque était amère, d'un blanc jaunâtre, et il était très difficile de l'ouvrir. La culture sélective a encore sauvé la mise, et les pastèques sont devenues beaucoup plus sucrées. Les scientifiques japonais sont allés plus loin encore, et en ont inventé une version sans pépins. La grand-mère du maïs est une graminée mexicaine appelée théocinthe. Les grains de cette graminée étaient petits, et même plutôt rares. Il y a plusieurs milliers d'années, les agriculteurs ne conservaient donc que les graines des plantes les plus grandes, les plus savoureuses, ou dont les grains étaient plus faciles à moudre. Et nous les remercions de nous avoir donné ce délicieux maïs que nous consommons aujourd'hui. Et imaginez ça, les avocats sauvages étaient si petits qu'ils tenaient facilement dans une main. Leur noyau était si gros qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Et leur coque était également beaucoup plus dure que celle des avocats modernes auxquels nous sommes habitués. Vous ne pourriez probablement pas accomplir beaucoup de travail aujourd'hui sans votre précieux ordinateur, mais je ne peux pas vous dire exactement à qui vous devriez dire merci pour cette invention. L'ABC de 1942 est l'un des prétendants au titre de premier ordinateur. C'est l'acronyme d'Atanasoff Berry Computer, nommé d'après ses inventeurs de l'Université d'État de l'Iowa. L'ABC pesait plus de 320 kg. Oui, le vôtre est certainement beaucoup plus léger. Cette machine était composée d'environ 300 tubes à vide et possédait un tambour rotatif un peu plus grand qu'un pot de peinture sur lequel se trouvaient de petits condensateurs. Un condensateur est un gadget capable de stocker une charge électrique, comme une batterie. L'ABC pouvait résoudre des problèmes comportant jusqu'à 29 variables différentes, ce qui permettait aux scientifiques de gagner du temps. Comme les ordinateurs modernes, il utilisait un système binaire, des 1 et des 0, pour représenter tous les nombres et toutes les données. Grâce à ça, il est devenu possible d'effectuer des calculs électroniquement. Et maintenant, écoutez un peu ça. L'ABC effectuait une opération toutes les 15 secondes environ. À titre de comparaison, un ordinateur fait aujourd'hui des millions d'opérations par seconde. Contrairement à la technologie que nous utilisons de nos jours, l'ABC n'avait pas de programme enregistré modifiable. Un programme ne pouvait donc effectuer qu'une seule tâche à la fois. Un opérateur devait noter la réponse intermédiaire, puis la recomposer dans l'ordinateur. Voilà pourquoi je suis heureux de vivre au XXIe siècle. La télécommande que vous utilisez pour toutes sortes d'appareils ne date pas d'hier non plus. Nikola Tesla, qui nous a donné le courant alternatif, a conçu l'une des premières télécommandes sans fil en 1898. Il a baptisé son invention le téléautomaton et l'a présenté à l'aide d'un bateau miniature contrôlé par ondes radio. Le bateau était équipé d'une petite antenne métallique. Tesla envoyait des signaux au bateau à l'aide d'une boîte munie d'un levier et d'une clé télégraphique, sa version d'une télécommande. Ces signaux mettaient en mouvement les contacts électriques du bateau et faisaient bouger le gouvernail et l'hélice. Le concept de la télécommande s'est ensuite rapidement étendu à d'autres gadgets. La première télécommande de télévision est apparue en 1950. Elle a été conçue par la Zenith Radio Corporation, qui l'a baptisée Lazy Bone. Ça veut dire gros paresseux. La Lazy Bone était dotée d'un énorme câble relié au téléviseur. Ceux qui l'ont essayé ne sont pas tombés amoureux tout de suite de cette invention. Ils se prenaient les pieds dedans tout le temps. Pas très pratique, je vous l'accorde. Si vous habitez ou travaillez tout en haut d'un immeuble, cette invention est pour vous. Voici le premier ascenseur pour passagers. Il se déplaçait à la vitesse de 12 mètres par minute. Ce n'est pas très rapide, je sais, comparé au record d'aujourd'hui qui est de 12 mètres par seconde. Mais bon, il date de 1857 et a été construit à New York. Il s'agissait plus d'une attraction touristique que d'une nécessité. L'ascenseur fonctionnait à l'aide d'un moteur à vapeur caché dans le sous-sol d'un bâtiment de 5 étages. Mais il fut fermé 3 ans plus tard parce que le public ne l'appréciait pas. C'est à cette époque que Otis Tufts a déposé le premier brevet pour un chemin de fer vertical. Son invention comprenait un wagon équipé d'un banc pour que les gens puissent s'asseoir. Un endroit idéal pour se retrouver entre amis, vous ne pensez pas?
Ensuite, ils ont commencé à installer des ascenseurs dans les hôtels de luxe du monde entier. Il s'agissait de véritables salles très joliment décorées, avec des sièges rembourrés, des miroirs sur les murs et parfois même un petit lustre. Un opérateur fermait la porte et la cabine commençait sa très lente ascension. On l'utilisait car c'était à la mode. Ce n'était pas très rapide. Moi, j'ai toujours préféré les escaliers. La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons au cœur de la pyramide auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion. De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la Grande Pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes, et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon,
il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide. Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la grande pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique, et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes.
Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oublié. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant 1 mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922,
Peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. Un an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui, il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle, et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs d'une malédiction. Troublant, n'est-ce pas ?